On entame ce deuxième cours. Vous m'entendez bien? Oui, ok. Bon, alors on va commencer, histoire que vous finissiez pas trop tard. Donc là, on va faire le cours sur l'anatomie du bassin chez la femme. On va faire l'appareil génital féminin. Donc vous verrez, il y a pas mal de notions à retenir. Ça va être un cours qui va être un peu long. Je vais essayer d'aller pas trop vite, mais que ce soit pas non plus, que ça dure pas 30 heures. Et bon, c'est pas très compliqué, hein, faut juste retenir pas mal de choses, mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Alors, donc on va voir, donc ça c'est le sommaire, donc on va commencer par voir enfin, le vagin, donc ses structures, tout ça. Ensuite on verra l'utérus, les trompes, les ovaires et le ligament large. Donc on va commencer par le vagin. Donc le vagin c'est l'organe de la copulation chez la femme. Il a un rôle capital, on dit, dans la statique des viscères pelviens. En fait il y a plusieurs ligaments, tout ça, qui vont s'attacher entre guillemets au vagin. Donc ça va maintenir tous les organes qui est au niveau du pelvis. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a un rôle capital dans la statique. C'est aussi un récepteur hormonal qui va assurer sa strophicité, c'est-à-dire qu'il va être très sensible aux incitations œstrogéniques. Là j'ai mis les œstrogènes parce que ça va être une des hormones enfin une des hormones dont le vagin sera très réceptif. Et donc voilà pourquoi on dit que c'est un récepteur hormonal. Et c'est une voie d'exploration gynécologique par excellence, puisque dans tous les examens gynécologiques, on va passer par le vagin, que ce soit en examen ou que ce soit par la chirurgie, et qu'on va souvent passer par le vagin. Donc là, on va en premier voir les différents axes du vagin et les angles qui sont très importants à retenir. Là, vous voyez, vous en avez trois et ce serait bien que vous les reteniez dès maintenant, que vous n'ayez pas à les apprendre plus tard. C'est vraiment très important. Il y a souvent des questions qui tombent là-dessus. Donc là, vous avez le vagin, donc là, ici, là, l'entrée du vagin. Là, vous avez l'utérus. Voilà. Et donc ça, va être les axes qui vont nous permettre de déterminer les angles du vagin. Donc là, on est en position debout. C'est important parce que les angles vont varier, qu'on soit en position debout ou allongé, par exemple. Donc là, il faut bien retenir qu'on est en position debout. Donc on va commencer par le premier angle. Enfin, donc, on va déjà vous parler de l'axe général du vagin. Donc c'est celui-là. Donc c'est l'axe qui va venir croiser en arrière les vertèbres S3, S4. Donc c'est ce qu'on appelle cette flèche noire ici, l'axe général du vagin. Et en fonction de cet axe, on va déterminer des angles. Donc on va commencer par l'angle vaginal, un des angles très importants, qui est celui-ci, celui qui est en orange, et qui correspond à l'axe général du vagin, et à cet axe-là qui est l'axe de position debout du vagin. Et donc entre cette flèche et cette flèche, on va avoir un angle qui va être entre 135 et 145 degrés. Bien sûr, d'une personne à l'autre, ça va varier, mais de manière générale, on retient 135-145 degrés. Voilà, au repos, il faut retenir que le vagin il est légèrement concave en arrière. Donc concave, rappelez-vous, c'est quand ça fait un creux. Donc en fait, le vagin, là, on ne voit pas très bien forcément, vu que c'est un schéma, mais voilà, il va être assez creusé comme ça. On voit que vous voyez qu'il est un peu en diagonale ici. Et donc, on dit qu'il est concave en arrière. Maintenant, on va passer à l'angle de 65 degrés. Donc, c'est l'angle que le vagin va faire avec l'horizontale. Donc là, il faut se dire que c'est le sol, en fait. Quand vous êtes en position debout, ça, c'est le sol. Ça, c'est le vagin. Et là, vous allez avoir un angle qui va être de 65 degrés. Là, vous noterez que j'ai marqué en décubitus dorsal, c'est-à-dire en position debout, en position allongée, pardon, avec l'horizontale. L'angle, il va être plus petit, il va être de 30 degrés. Vous me direz, c'est logique, là, on est debout, si on est allongé, vous imaginez, le vagin, il sera plus comme ça, avec toujours l'utérus là, mais le vagin, il sera plus comme ça, vu qu'on est allongé. Donc forcément, l'angle sera plus petit, donc de 30 degrés. Donc faites bien attention quand on vous pose des questions sur les angles.
Vérifiez si on parle de position debout ou en décubitus dorsal ou allongé, c'est pareil. Et voilà, retenez 65, c'est en position debout et 30 en position allongée. Mais de toute façon, c'est assez logique. Quand vous êtes allongé, forcément, l'angle est plus petit. Voilà, et le dernier angle, ça va être l'angle entre le vagin et le col de l'utérus. Donc ça, cette partie ici, c'est ce qu'on appelle le col de l'utérus. Et ici, c'est le corps de l'utérus. Donc tout ça, c'est l'utérus, mais voilà, deux parties, il y a le corps et le col. Et entre le col, donc cette flèche-là, en fait, c'est comme si c'était la continuité du col, en fait. Et cette flèche-là, qui est l'axe général du vagin, forme un angle de 90 à 110 degrés. Et encore, ça va varier. Mais retenez, voilà, cette fourchette 90-110 degrés. Moi, je me disais, vu que le vagin, pardon, l'utérus, vous voyez qu'il est recliné assez en avant, il est plus penché. Je me dis, ouais, ça fait un angle droit. Et je me refaisais l'image. Donc forcément, ici, c'était 90 à 110. Et après, il me restait plus que 135-145 pour l'angle vaginal. Et le 65, voilà. Mais pour pas qu'on confondez pas le 90 et 110 et 135 et 45. C'est facile à confondre. Mais voilà. Donc vous avez ces trois angles, l'angle vaginal, l'angle qui se forme avec l'horizontale en position debout, et l'angle entre le vagin et le col de l'utérus. En position dorsale, cet angle sera de 35 degrés. Maintenant, ça, c'est quand vous êtes debout et qu'il n'y a aucune poussée, rien du tout. Donc, on va parler des variations anatomiques. Donc, en poussée abdominale, par exemple, en poussée abdominale, que ce soit par exemple, moi je m'imaginais une femme enceinte, vous savez, qui poussait. L'angle vaginal, donc celui-là, il va devenir plat. Donc plat, 180 degrés. En fait, je me disais, une femme enceinte, quand elle va pousser, il faut que le vagin soit tout droit pour que le bébé puisse descendre. Et du coup, forcément, ça va être un angle plat. Donc voilà. Et quand il y a une contraction du LA, rappelez-vous, c'est le levator ani, le muscle principal du diaphragme pelvien. Et là, donc, quand il y a une contraction de ce muscle, l'angle vaginal, il va se refermer. Donc toujours cet angle-là va se refermer, parce que vous imaginez bien ici, contraction du levator ani, c'est donc le plus beau coccygeal qui va passer ici, rappelez-vous. Et donc quand il va se contracter, il va tirer, entre guillemets, le vagin un petit peu en arrière. Et donc ça va refermer cet angle qui sera moins grand, sera plus petit. Et donc il se referme entre 100 et 120 degrés. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de chiffres à retenir, mais ça reste assez logique. Donc pour les variations anatomiques, l'angle vaginal il peut être soit de 180 degrés en poussée, soit entre 100 et 120 degrés lorsqu'il y a contraction du levator ani. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous pour ces angles? Oui, super. Alors, juste pour vous dire, ces angles sont importants, que ce soit lors. Enfin, ces angles sont importants en gynécologie en fait pour vérifier que tout va bien. Donc, on vérifie, on mesure ses angles pour voir enfin, s'il n'y a pas de problème au niveau anatomique. Voilà. Maintenant, on va parler des formes et des dimensions du vagin. Donc, à l'état de vacuité, c'est-à-dire quand il est vide, en fait, le vagin il va être aplati d'avant en arrière, sauf à son extrémité supérieure qui est cylindrique et qui entoure le col de l'utérus. Donc là, vous avez le vagin. Donc là, forcément, on voit, on n'a pas l'impression que c'est aplati, mais c'est aplati, il n'y a rien dedans. Et donc ça, c'est l'extrémité supérieure. Et vous voyez que là, il va être plus cylindrique parce qu'en fait, il y a le col de l'utérus qui va s'insérer au niveau du vagin. Donc c'est pour ça qu'on dit sauf à son extrémité, c'est important, hein. Si on vous dit le vagin est aplati sur toute sa longueur, c'est faux. À son extrémité, il est cylindrique. Ah, j'ai une question. Cavité virtuelle? Non, on n'y est pas encore sur la cavité virtuelle, Mathéo. La cavité virtuelle, ce sera au niveau de l'utérus. Là, on est encore sur le vagin. Non, non, cavité virtuelle, c'est la cavité corporelle, mais on la reverra après, t'inquiète. Donc, je disais, la longueur, donc, elle va être variable, hein, entre 7 et 10 cm. Vous voyez, c'est pas très, très grand non plus. Et donc voilà, et la paroi postérieure, elle a 2 cm de plus que la paroi antérieure. Donc ça aussi, c'est assez important. C'est des questions qui reviennent souvent.
Donc là, vous avez la paroi antérieure, donc antérieure en avant. Donc ça, rappelons-le, c'est une coupe sagittale, hein. Donc paroi antérieure, paroi postérieure, et vous voyez de suite déjà que la paroi postérieure, elle est plus haute. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des fornix, on le reverra plus tard. Et on dit que le fornix postérieur, il est plus haut que le fornix antérieur. Là, on dit de 2 cm, vous verrez entre 1,5 cm et 2 cm, ça varie. Mais voilà, c'est en tout cas enfin, la paroi postérieure ou le fornix postérieur est plus haut que la paroi antérieure. Maintenant, on va étudier la configuration interne du vagin, qui est importante lors de l'examen clinique, puisqu'on va pouvoir toucher tous ces éléments pour s'assurer que tout va bien, tout simplement. Au niveau du vagin, donc sa configuration interne, ça va être plus une coloration assez rosée. Voilà, hein, c'est tout ce que Et c'est une surface qui n'est pas du tout lisse, hein, c'est une surface qui est complètement irrégulière, parce que là, on va voir qu'il y a des rides, il y a des colonnes, il y a des sillons. Donc, c'est pas du tout une surface qui est totalement lisse, c'est une surface qui est au contraire très irrégulière. Donc là, on va en première parler des rides vaginales. Donc, les rides, ça va être des plis transversaux qui vont être développés sur la ligne médiane. Donc, médiane, rappelons-le, c'est le milieu. En fait, pardon, je ne vous ai pas expliqué ce schéma. Donc ça va être une femme en position gynécologique. Donc là, vous avez le mont du pubis. Et ici, en fait, vous avez le vagin. En fait, vous voyez là, c'est des pinces qui ont ouvert, donc écartées, pour que là, on puisse voir le col de l'utérus. En fait, là, on voit tout l'intérieur du vagin. Donc là, on a l'anus. Voilà, c'est vraiment en position gynécologique, quoi. Et donc là, ce qu'on voit ici, donc toutes les rides que vous voyez ici, ça, c'est des colonnes. C'est l'intérieur du vagin. Et là, vous avez le méa urinaire. Donc, revenons sur les rides vaginales. Donc, je vous disais, c'est des plis transversaux. Donc, tout ça, en fait, vous avez des plis et des sillons. Des rides et des sillons, pardon. Là, vous avez un sillon, mais là, on reste concentré sur les rides. Donc, des rides qui sont donc des plis qui vont être très développés sur la ligne médiane et la partie inférieure. Donc, il faut se dire que la partie inférieure, c'est ici. Et là, c'est la partie supérieure, en fait. Là, en fait, vous savez que c'est plat, c'est un schéma, donc c'est assez compliqué à s'imaginer au début. Et là, en fait, on remonte jusqu'au col de l'utérus. En fait, voilà, il faut s'imaginer en 3D. Là, on ne descend pas, on remonte quand on descend. Ouais, c'est bizarre de le dire comme ça, mais voilà. Donc voilà, donc les rides vaginales développées sur la ligne médiane et la partie inférieure du vagin. Elles vont être très présentes chez le nouveau-né et elles vont diminuer avec l'âge et la parité. La parité, c'est le nombre d'accouchements, enfin oui, d'accouchements. Ensuite, les colonnes. Elles sont au nombre de deux. Donc, on a la colonne antérieure et la colonne postérieure. La colonne antérieure, c'est la colonne qui est la plus développée. D'ailleurs, c'est la seule que l'on voit ici, c'est celle-ci. Et elle va commencer au niveau de la carina urétrale ou du méa urinaire ou de l'ostium de l'urètre. En fait, c'est là où va se terminer l'urètre, en fait, par où vous faites pipi. Donc, elle commence au niveau de la carina urétrale et elle se termine en se bifurquant. Donc là, vous voyez bien qu'elle bifurque. Au niveau du col. Donc là, rappelons-le, c'est le col de l'utérus. Donc ça, c'est la colonne antérieure. Là, c'est pas deux colonnes, c'est une seule colonne qui se bifurque. Et en fait, entre ces deux branches de la colonne antérieure, vous voyez, il y a un triangle qui se forme. Et ce triangle, ça va s'appeler le triangle vaginal ou trigone vaginal. Et il va répondre au trigone vésical. Alors, trigone vésical, je vais juste avancer un petit peu pour vous montrer. Vous voyez là, donc là, il faut s'imaginer donc à l'intérieur, paroi antérieure, vous avez la colonne antérieure qui va bifurquer. Donc elle commence ici, elle va bifurquer vers le haut. Et là, il faut s'imaginer qu'il va y avoir un triangle, donc le triangle vaginal, qui va répondre au trigone vésical. Donc ça, c'est la vessie ici. Et le trigone vésical, il va se former par l'abouchement des deux urtères. Donc ça, pas la flèche, hein, ce que vous avez ici en jaune, c'est un urtère. Vous imaginez le même de l'autre côté. Donc entre les deux urtères et l'urètre ici, ça va former une espèce de triangle qui va répondre au triangle vaginal. Donc trigone vésical, trigone vaginal, trigone, triangle, pareil. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il répond au triangle vésical, le triangle vaginal.
Voilà. Et la colonne postérieure, elle est moins développée. Donc on la voit pas ici. Mais voilà, c'est pareil, c'est juste elle est moins développée. Et là, oui, du coup, là, on est vraiment sur la face antérieure du vagin. Donc voilà, je vous l'ai redit ici, les deux branches de la colonne antérieure forment un triangle, le triangle vaginal, qui répond en avant au triangle vésical. Maintenant, pour ce qui est des sillons de la paroi antérieure, toujours, on en a trois. Donc, on va avoir le sillon vésical. Donc, sillon vésical, c'est celui-là qui est un peu plus foncé. Vous avez la flèche ici, et qui se trouve près du col de l'utérus, et qui a une limite supérieure entre le fundus vésical et le fornix vaginal antérieur. Alors, le fundus vésical, on va retourner sur la coupe sagittale du pelvis. Le fundus, c'est ça en fait, c'est la partie haute de la vessie. On a dit fornix vaginal antérieur. Et donc là, il faut s'imaginer le sillon vésical. Sillon vésical au niveau du col, donc au niveau de la paroi antérieure, et qui va répondre en avant au fundus vésical et au fornix vaginal antérieur. Ensuite, on a le sillon vaginal transverse, qui est, lui à 4 cm du méa urinaire. Donc, sillon vaginal transverse, c'est celui-là. Et il répond au col vésical et au ligament pubo-vésical. Donc, le col vésical, c'est ça. C'est le col de la vessie, c'est l'abouchement de la vessie, en fait. Et le ligament pubo-vésical, c'est un ligament qui va du pubis à la vessie, tout simplement. Et donc, le sillon vaginal transverse, il va être à ce niveau, à 4 cm du méa urinaire. Bon, là, c'est pas à l'échelle, mais vous avez compris. Et donc, à ce niveau. Donc là, on a le sillon vésical, ici. Et là, on a le sillon vaginal transverse. Et le troisième sillon, c'est le sillon subméatique. Donc, sub, ça veut dire en dessous, méatique, en dessous du méa urinaire. Donc, voilà, en dessous du méa urinaire, et qui prolonge latéralement la carina urétrale. Carina, c'est ça, en fait, hein, c'est l'ostium de l'urètre. Donc, lui, il va être beaucoup plus bas au niveau de l'ostium de l'urètre, de la carina urétrale. Et c'est le sillon subméatique. Donc, voilà pour ce qui est de la configuration interne du vagin. Donc, il y a trois éléments à retenir. Donc les rides. Les rides, on a dit qu'elles étaient plus développées sur la partie médiale et inférieure du vagin. Les colonnes. Colonne antérieure, la plus développée, qui se bifurque, qui forme le triangle vaginal et qui répond au triangle vésical. Et les sillons, qui sont au nombre de 3. Ah oui, et la colonne postérieure, qui est l'élément développé. Et les sillons de la paroi antérieure, toujours, qui sont au nombre de 3. Le vésical, le vaginal transverse et le subméatique. Dans leur nom, vous arrivez normalement à situer à peu près où est-ce qu'ils sont. Vésical, près du limite supérieure du fundus vésical. Bon, vaginal transverse, bon, c'est un peu moins simple à retenir parce que on comprend pas trop. Mais voilà, à 4 cm du méa urinaire et répond au col vésical et sigmatique en dessous du méa urinaire. Je vais pas trop vite, ça va? Non, ça va? Ça va? Ok. Donc maintenant, on va parler des rapports du vagin. Donc comment il se situe en bas dans le pelvis. Donc ça, c'est une coupe sagittale du pelvis. Vous avez ici le pubis en fait qui est coupé, donc l'os. Là, vous avez le péritoine. Donc ça, c'est la cavité péritonéale. Là, vous avez la vessie. Là, vous avez le foramen obturé au niveau de l'os coxal. Là, vous avez l'utérus, le vagin, et là, le rectum, et là, le coccyx. Enfin, là, le coccyx, et là, le sacrum, pardon. Voilà, donc la paroi antérieure en haut et en avant. Donc ça, ces éléments, vous voyez là sur la diapo, sont importants. Et encore une fois, ça revient souvent en QCM. Donc on va vous dire la paroi antérieure, elle est constituée de 2 segments, vésical ou urétral, la paroi postérieure de 3 segments, péritonial, rectal et anal. Donc ça, c'est important à savoir. Mais encore une fois, vous imaginez le schéma, vous imaginez bien que la paroi antérieure, c'est pas le segment anal, vous voyez? Mais voilà. Donc la paroi antérieure, donc en haut et en avant, donc celle-là du vagin, hein, elle a 2 segments. Donc un segment vésical, donc de vessie, c'est celui-là. Le segment vésical, c'est celui-là. Et un segment urétral. Donc là, c'est l'urètre. Et là, du coup, c'est ce qu'on appelle le segment urétral.
Donc, on dit que ces deux segments, je ne l'ai pas marqué sur le diapo, mais retenez-le, ces deux segments, donc vésical et urétral, ils ont à peu près la même taille. Vous verrez pour la paroi postérieure, là, vous voyez que ce pas les mêmes tailles, mais le segment vésical et urétral, faut juste imaginer qu'on prend l'utérus, on coupe en deux la paroi antérieure, et donc la partie supérieure, c'est le segment vésical, la partie inférieure, le segment urétral. Donc voilà pour ce qui est de la paroi antérieure. Pour ce qui est de la paroi postérieure, on va avoir un segment péritonéal. Donc ça, ce qui est en violet, donc c'est le péritoine, qui va recouvrir ici tous les éléments. Voilà, mais ça, c'est des organes, donc la vessie, l'utérus, tout ça, c'est pas dans le péritoine, c'est sous-péritonéal. C'est pas des organes intra-péritonéales, ils sont sous-péritonéales. Enfin bref. Donc pour la paroi postérieure, vous avez un segment péritonéal, donc vous voyez ici le péritoine, qui va former un cul-de-sac, je reviendrai après là-dessus. Un segment rectal, donc le rectum, c'est ce segment-là. Là, vous avez le rectum et là, vous avez le segment rectal. Et là, vous avez le segment péritonéal au niveau du fornix postérieur. Et un segment anal, au niveau du canal anal, tout simplement. Donc voilà, le segment péritonéal, il est assez petit, donc entre 1,5 et 2 cm. Le segment rectal un peu plus grand, de 4 cm. Et le segment anal un peu plus petit. On ne précise pas la taille dans le cours, si je ne dis pas de bêtises, sinon je vous l'aurais noté. Je vérifie, mais non, non, on ne dit pas la taille dans le cours, mais voilà, enfin, c'est juste pour que vous ayez une idée, hein. Il ne faut pas connaître non plus par cœur 4 cm et 1,5 cm. Donc voilà pour ce qui est de la partie postérieure. Là, je vous ai noté les deux cul-de-sac. En fait, les cul-de-sac, c'est là où le péritoine va former un cul-de-sac, tout simplement. Et donc, on va avoir le cul-de-sac ici, le premier, donc antérieur, qui va être vésico-vaginal, donc entre la vessie et le vagin, comme son nom l'indique. Celui-là est un peu moins palpable que celui-là. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Par contre, le segment recto-vaginal, lui, il est un peu plus important. C'est aussi le cul-de-sac recto-vaginal, pardon. C'est ce qu'on appelle aussi le cul-de-sac de Douglas. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, le recto-vaginal ou de Douglas, il est important lors des touchées vaginales ou rectales chez les hommes pour savoir s'il n'y a pas des infections au niveau du péritoine en fait, parce que quand le péritoine, il y a une infection, enfin dans la cavité péritonéale du moins, ce qui va, enfin, tout ce qui, enfin, le sang ou tout ce qui peut, tout ce qui peut sortir entre guillemets d'une infection va venir se déposer au niveau de ce cul-de-sac. Et donc en palpant ce cul-de-sac, si c'est douloureux, ça veut dire que, il y a une infection, il y a quelque chose qui va pas du moins au niveau du cul-de-sac de Douglas, et donc là, on se penchera vers un problème au niveau de la cavité pelvienne. Et donc voilà, le cul-de-sac recto-vaginal ou de Douglas est assez important. Voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Arrêtez-moi hein, si je vais trop vite ou si vous comprenez pas quelque chose, hein, surtout. Donc là, on a vu les parois antérieures et postérieures. Là, on va voir les parois latérales. Donc ça va être une vue antérieure du vagin. Ou une vue, c'est sur une coupe frontale en fait. Et voyons, on a soulevé l'utérus. Parce que l'utérus, on le voit ici, il est sur la vessie en fait. Et donc là, on a soulevé pour pouvoir voir comme ça. Vous voyez cette flèche? Là, le schéma qu'on va voir, c'est nos yeux auront la direction de cette flèche. Et donc, on soulève l'utérus pour pouvoir voir correctement ce qu'il y a en dessous, quoi. Donc là, cette flèche, ça signifie qu'on a soulevé l'utérus. Là, vous avez les trompes, donc les deux trompes ici, bon, c'est coupé, mais c'est pareil des deux côtés. Là, vous avez l'ovaire, donc là, l'utérus. Là, vous avez les artères et les veines. Là, vous avez les ligaments de l'utérus qu'on reverra après. Là, vous avez le col de l'utérus. Et là, voilà le vagin. Là, vous avez la glande vestibulaire. On en a parlé sur le cours du diaphragme pelvien. Glande vestibulaire qui appartient à l'espace superficiel du périnée, si vous vous souvenez bien. Là, le muscle bulbo-spongieux, pareil, espace superficiel du périnée. Et voilà, et là, vous avez l'entrée du vagin. Juste, je suis en train de penser à un truc là. Je vous ai pas parlé que le vagin était pelvien à son origine et périnéal à sa terminaison. Autant pour moi. Donc le vagin, c'est pas un organe qui est entièrement pelvien ou entièrement périnéal. Il est les deux en fait. Donc pelvien au niveau du pelvis, périnéal au niveau du périnée.
Donc, on se rappelle que le pelvis, c'est ce qu'il y a au-dessus du diaphragme pelvien et le périnée en dessous. Et donc là, on va avoir le muscle pubo-vaginal, un des faisceaux du muscle. Ben, si vous vous rappelez de quel muscle c'est, dites-le moi, comme ça vous participez un petit peu. Le muscle pubo-vaginal, on a dit que c'était un des faisceaux du pubo-coccygène. Voilà, exactement. Muscle qui fait partie du lévator ami. Donc voilà, et donc là, il faut imaginer le lévator ami qui va venir jusqu'ici, jusqu'au coccyx, et le faisceau pubo-vaginal jusqu'au vagin, donc qui va séparer en fait, entre guillemets, le vagin en deux. Donc avec au-dessus, donc à son origine, la partie pelvienne, et à sa terminaison, donc en dessous, la partie périnéale. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et là, TV, ça veut dire toucher vaginal, hein, c'est tout. Donc on revient sur cette vue. Donc là, on a vu les parois antérieures et postérieures. Et donc là, avec la vue antérieure, on va pouvoir voir les parois latérales du vagin. Donc voilà, je l'ai redit ici, on a un segment pelvien et un segment périnéal qui sont séparés par le muscle pubo-vaginal dans son tiers inférieur. Voilà, donc là, vous avez le muscle pubo-vaginal. Et oui, dans son tiers inférieur aussi, c'est important, pardon. Donc, c'est pas vraiment au milieu, hein. C'est vraiment au niveau du tiers inférieur. Voilà, donc bah, ça va être les deux tiers supérieurs. Et ça, le tiers inférieur. Et là, le pubo-vaginal qui va passer ici et qui va séparer le segment pelvien du segment périnéal. Maintenant, on va parler des fornix, dont j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc, on en a deux, donc le fornix antérieur et le fornix postérieur. Donc, le fornix antérieur, c'est donc ce qu'on retrouve ici au niveau du col, en fait, au niveau des touchés vaginales, en fait. C'est possible de remonter, en fait, de toucher ces fornix, en fait, vers le tour du col, en fait, parce que c'est creux. On le voit mieux ici. Vous voyez, on peut mettre les doigts ici et vous voyez bien que le antérieur, il est moins profond que le postérieur. Voilà, et il répond à la fosse rétrotrigonale, en arrière du trigone vésical. Donc la fosse trigonale ici, enfin le trigone vésical ici, et rétrotrigonale, ça veut dire sur, au-dessus. En fait, rétro, ça veut dire derrière. Et là, vous voyez que vu que c'est une pente, là, le triangle va être en avant, et la fosse rétro, donc derrière le triangle, ça va être au-dessus. Mais techniquement, c'est derrière. Je sais pas si vous avez compris ça. Ça, c'est clair comment c'est expliqué ou pas? Donc rétro, ça veut dire derrière, mais en fait, techniquement, c'est au-dessus. On a l'impression, mais vu que c'est penché, c'est derrière. Bon, personne ne dit rien, donc j'imagine que c'est clair. Donc voilà, je disais, le fornix antérieur, il va répondre à la fosse rétro-trigonale. En arrière du trigone vésical, voilà. Et le fornix postérieur, donc postérieur, lui, va être plus profond. Vous voyez, là, je vous ai mis 10 à 25 mm. Donc, alors que tout à l'heure, on avait dit 2 cm. Donc ça varie un peu, mais c'est les mêmes proportions. Et lui, il répond au cul-de-sac de Douglas ou cul-de-sac recto-vaginal. Donc vous voyez ici, fornix postérieur, cul-de-sac de Douglas, simplement. Et lui, vous voyez bien qu'il est plus haut et plus profond. Bon, c'est important, hein, parce que souvent dans les QCM, on va vous mettre le fornix antérieur est plus profond que le fornix... enfin, le fornix antérieur est plus profond que le fornix postérieur. C'est faux, c'est l'inverse. Voilà, donc là, c'est toujours une vue antérieure du vagin. Pareil, hein. Là, vous avez l'utérus, les trompes, l'ovaire. Voilà. Là, vous avez les deux urtères qui vont ici. Il faut imaginer qu'ici, il y a les reins, les urtères qui vont s'aboucher au niveau de la vessie. Et là, le vagin. Là, vous avez l'artère vaginale qui est très sinueuse, en fait, et qui va, voilà, qui est très sinueuse et qui va irriguer le vagin. Et voilà, voilà. Donc, le vagin, donc, c'est un conduit musculo-membraneux qui est de 3 à 4 cm d'épaisseur. Donc, c'est et un muscle et des membranes. Et donc, on dit qu'il a trois tuniques. Donc, une tunique adventicielle ou fascia vaginale. Donc, rappelez-vous, les fascias, c'est des tissus, en fait, qui recouvrent toutes les structures de l'organisme.
Et donc là, vous en avez un au niveau du vagin. Bon, on avait vu aussi au niveau du diaphragme pelvien qu'il y avait plein de fascias. Donc vraiment, les fascias, il y en a partout. Et donc, une des tuniques du vagin, ça va être la denticelle ou le fascia vaginal, c'est pareil. Donc, une tunique musculaire, puisque c'est un conduit musculo-membraneux, et une tunique muqueuse, donc c'est ce qui va être au contact de l'air. Maintenant, on va parler de ces trois zones, donc le paracervix, le paramètre et le mésomètre. Donc, cervix, c'est ce qui va correspondre au col. Dès que vous entendrez un mot où vous voyez le mot cervix, ça va correspondre au col. Donc, le paracervix, c'est ici, c'est toute cette zone ici, en fait. Donc, cette zone, on appelle ça le paracervix. Le paramètre, quand vous voyez le mot mètre, ça correspond à l'utérus. Paramètre, mésomètre, c'est ce qui recouvre l'utérus, en fait. Donc, le mésomètre, c'est celui-là, c'est ce qui va être au-dessus. On le verra quand on fera le ligament large, le mésomètre. En fait, ça va recouvrir l'utérus, c'est tout. Et, et le paramètre, pardon, je vous ai dit pas, je parlais du mésomètre, et le paramètre, voilà, c'est la zone. Pardon, je me suis embrouillée. Donc, je reprends. Paracervix, zone qui est autour du col de l'utérus. Paramètre, zone qui se trouve autour de l'utérus. Et le mésomètre, c'est ce qui va recouvrir l'utérus. C'est une partie, en fait, du ligament large. On verra après ce que c'est que le ligament large, mais voilà, retenez ces trois termes et où est-ce qu'ils se situent. Et enfin, pour finir, les cul-de-sac latéraux, ils ont une profondeur croissante d'avant en arrière. Et ils permettent l'exploration du paramètre et du paracervix. Donc, vous voyez, là, il faut imaginer que c'est l'avant. Et en fait, quand on recule, bah, c'est plus profond. Mais c'est logique, en fait. Parce que là, quand vous reculez, vous allez au niveau du fornix postérieur et c'est plus profond. C'est tout. Et en fait, dans le toucher vaginal, ça va permettre d'aller au niveau de de ces fornix et de palper donc le paracervix et le paramètre. Voilà pour ce qui était du vagin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout était clair? Franchement, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous voulez que je revienne sur un point, dites-le moi. Non, pas de questions, c'était clair. Ce serait cool que quelqu'un réponde. Ah, merci. Ok, donc on en a fini pour l'utérus, pour le vagin. Donc là, on va passer à l'utérus. Donc on va voir rapidement les caractéristiques de l'utérus. Donc c'est un organe musculaire lisse creux qui est destiné à contenir le conceptus. Donc conceptus, fœtus, embryon, c'est la même chose. Il est ferme mais élastique, forcément élastique pour s'étendre lors des grossesses. On dit que l'utérus, il pèse 50 grammes chez la nullipare. Donc la nullipare, c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Et 70 grammes chez la multipare, donc une femme qui a déjà eu des enfants. Vous voyez qu'il est plus lourd. Donc ça semble assez logique, hein, vu que il s'est étendu, il y a des annexes qui se sont accrochées, enfin voilà. Donc pour ce qui est de la longueur, il fait 6,5 cm de longueur, dont 4 pour le corps et 2,5 pour le col. Donc forcément le corps est plus grand que le col. Et là en fait on voit le rapport corps sur col qui est de 3,5. Donc ça c'est un rapport qui est important à connaître parce que lorsque ce rapport est inférieur à 1, ça veut dire que l'utérus, on dit que c'est un infantilisme utérin. L'utérus est trop petit et ça peut poser des problèmes lors des grossesses, par exemple. Donc, il fait 4 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur, hein, c'est pas énorme. Donc, il y a des modifications cycliques de sa muqueuse, puisque c'est au niveau de l'utérus, en fait, que c'est la muqueuse qui va être desquamée lors des règles et qui va donner les règles, en fait. C'est pour ça qu'on dit modification cyclique. Il se situe entre la vessie en avant et le rectum en arrière, ça on le reverra sur des coupes sagittales. Et il fait saillie dans le vagin, donc via le col de l'utérus, on l'a déjà vu.
Et l'utérus est dit antéversé. Ça aussi, on le reverra plus en détail. Donc, ça veut dire qu'il est en avant, tout simplement. Donc, voilà, l'utérus, là, on va voir ces termes d'antéversion, d'antéflexion. Ça, c'est important. Et les angles aussi. Encore une fois, on a des angles ici. En fait, les angles sont très importants, surtout au niveau de l'utérus, parce que bah, ça va permettre de voir si, s'il y a des problèmes, par exemple, à tomber enceinte ou des choses comme ça. Ben, on mesure les angles et on vérifie qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus. Donc, c'est important de les connaître. Donc là, comme Mathéo le disait, la cavité virtuelle, c'est donc dans l'utérus. Donc la cavité utérine, c'est une cavité virtuelle, qu'on appelle aussi cavité corporéale. Donc en fait, vu que l'utérus, il est en avant, ben, en fait, il est écrasé. Et donc là, c'est vide. Enfin, non pas que c'est vide, c'est qu'il n'y a pas... Le vagin aussi. Le vagin, c'est une cavité virtuelle. Euh, bon, moi, je le savais pas, mon Mathéo. Je vais dire que tu as raison alors, mais je vérifierai après, mais d'accord. Donc le vagin, c'est peut-être une cavité virtuelle aussi, mais à voir. Enfin, pour moi, à voir, mais t'as sûrement raison, hein. Mais voilà, pour revenir sur l'utérus, donc c'est une cavité virtuelle. Donc elle est là, elle existe, mais elle se voit pas en fait. On peut mettre des choses dedans, entre guillemets, mais on la voit pas. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est virtuelle. Et c'est important, hein. Souvent dans les QCM, on vous dit la cavité utérine est réelle, c'est faux. Donc voilà, par contre, le col, lui, il a une véritable cavité. Au niveau du col, qu'on va retrouver la glaire cervicale, on le reverra plus tard. Mais voilà, ça c'est une véritable cavité. Il y a la glaire cervicale à cet endroit-là. Donc voilà, donc cavité utérine virtuelle. Et là au col, c'est une cavité vraie. Maintenant, pour ce qui est l'angle d'antéflexion, donc je disais, l'utérus, il est antéversé ou antéfléchi, c'est pareil. Et donc l'angle d'antéflexion, c'est celui-là. Donc l'angle entre l'axe du corps, donc cette flèche bleue, c'est l'axe du corps, et l'axe du col, ça va former un angle de 100 à 120 degrés. Et donc, c'est l'angle d'antéflexion. Et souvent, enfin non pas souvent, mais ça peut arriver que le corps bascule en arrière. Et c'est la rétroversion ou la rétroflexion, c'est pareil. Donc, ça veut dire que le corps est en arrière. Et ça peut poser des problèmes, ça peut être douloureux. Vous avez posé des problèmes de fertilité, par exemple. Enfin, d'infertilité, du coup. Mais voilà, donc l'angle physiologiquement, il est de 100 à 120 degrés entre l'axe du corps et l'axe du col. Et quand que le corps, hein, parce qu'on verra que le corps et le col peuvent basculer aussi, mais quand il n'y a que le corps qui bascule en arrière, c'est la rétroflexion et ça peut poser des problèmes. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'en position normale, il est antéfléchi, donc antérieur vers l'avant. Ensuite, l'angle de version, donc ça, c'est pas un angle qui se mesure en fait, mais c'est plus oui, en fait, c'est cette flèche rouge qu'on appelle angle de version ou en ombilico-coccygien. Ombilico-coccygien parce qu'en fait, il suit, là, il faut imaginer qu'il y a l'ombilique jusqu'au coccyx. Et en fait, l'utérus, il est dans cet axe-là, ombilico-coccygien ou en ombilico-coccygien. Vous voyez, il est toujours vers l'avant. Il est antéversé. Pourquoi peut poser des problèmes s'il est en position inverse à l'initiale? Bah, il faut imaginer que, en fait, là, il est en position normale, mais s'il est en arrière, là, par exemple, ça peut poser des problèmes, que ce soit, bah, vous savez, pendant la fécondation, le spermatozoïde, par exemple, il peut ne pas passer parce qu'en étant en arrière, ça va boucher, entre guillemets, cette cavité ici, la cavité utérine, qui fait suite à la cavité du col de l'utérus. Donc, quand il est en arrière, ça peut poser des problèmes. Et aussi, ça peut être douloureux. Souvent, c'est douloureux, en fait. Et forcément, quand tu tombes, enfin, tu peux pas, enfin, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer en fait quand l'utérus il est en arrière. Voilà. Lors de grossesse, oui, c'est ça. Lors de grossesse aussi, ça peut poser un problème. Donc voilà pour l'angle de version. C'est quoi le col antéversé? Où c'est que tu dis le col antéversé?
Attends, je cherche où c'est qu'il y a marqué col antéversé. Le col bascule, nanana. Parce que normalement, c'est le corps. Juste, tu peux me dire qu'est-ce que tu entends par col antéversé? Parce que je vois pas du tout où c'est que c'est écrit. C'est quoi le col qui est antéversé? Car au-dessus, il y a écrit le corps en position normale et antéfléchi. Oui, donc en position normale, donc le corps, il est antéfléchi, donc ça veut dire qu'il est vers l'avant. Oui, voilà, et j'y viens. Donc là, je veux juste vous parler donc de l'angle de version. Donc c'est l'angle qui comprend le corps et le col. Et quand le corps et le col, donc les deux cette fois-ci, basculent en arrière, c'est la rétroversion ou la rétroflexion. Non, pas du tout, c'est pas la rétroflexion, c'est la rétroversion, pardon. Oula, je m'embrouille. Je reprends. Quand il n'y a que le corps qui passe, qui bascule en arrière, c'est la rétroflexion. Mais quand il y a et le corps et le col qui basculent en arrière, c'est la rétroversion. Il ne faut pas confondre ça parce qu'il piège beaucoup sur ça, rétroflexion, rétroversion. Donc là, je viens de m'embrouiller. Mais retenez bien, version, c'est quand il y a le corps et le col. Et flexion, c'est quand il n'y a que que le corps, pardon, qui bascule en arrière. Voilà, et du coup, antéversé, par contre, on parle d'antéversion. Voilà, quand le corps et le col en fait sont en avant. C'est la position normale physiologique en fait. Voilà, en position normale, il est antéversé. Donc tout l'utérus, que ce soit le corps et le col. Donc on suit cet axe-là. Donc forcément, bon, ça passe pas là parfaitement par le corps et le col, mais il faut imaginer que ça prend en compte tout l'utérus, corps et col, et qu'on dit que c'est l'angle de version ou qu'il est antéversé. Est-ce que c'est clair ou j'ai dit trop de bêtises? Je vous ai pas embrouillé là-dessus parce que c'est important, hein. Non, c'est bon, c'est clair? Ok, ça va. Donc voilà, antéfléchie ou antéflexion ou antéversé. Et rétroversé, c'est quand c'est le corps et le col. Voilà, retenez bien ces mots que je vous ai mis en gras, c'est important. Donc, l'utérus, on dit qu'il est piriforme. Donc là, vous avez une coupe frontale, donc toujours, je l'ai recliné vers le haut pour qu'on puisse bien voir. Là, vous voyez, vous avez donc la cavité de l'utérus, cavité corporelle, qui est vraiment une cavité virtuelle. Et là, vous avez le col, là, vous avez les ligaments, ici, et là, vous avez les trompes. L'isthme, c'est ici, c'est cette espèce de petit étranglement que vous voyez ici, qui va séparer en haut le corps et en bas le col. Donc le corps, on dit qu'il est conique, qui est aplati d'avant en arrière. Il a une face vésicale antéro-supérieure. Je veux juste vous le montrer là. Antéro-supérieure, antéro vers l'avant, supérieur jusqu'ici en fait. Et donc une face qui a un rapport avec la V6. Là, vu qu'il est debout, entre guillemets, on ne comprend pas trop, mais voilà, il faut s'imaginer qu'il est allongé sur la vessie, en fait. Une face intestinale postéro-supérieure, qu'on voit mieux sur la coupe sagittale, donc la face postéro-supérieure qui est intestinale. Donc là, vous aurez les intestins qui vont s'aboucher au rectum. Deux bords, donc normal, droite et gauche. Une base convexe ou fundus. Donc voilà, comme le fundus de vessie, on a aussi le fundus de l'utérus. Et deux cornes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cornes. Et c'est là que vont continuer ensuite les trompes. Ensuite, le col, lui, est cylindrique. Donc, vous voyez, on a dit que le corps était aplati, mais que le col était cylindrique. Donc, l'utérus, dans sa totalité, il n'est pas entièrement aplati. Il est aplati au niveau du corps, mais cylindrique au niveau du col, comme on l'a vu avec le vagin. Donc, il va donner insertion au vagin, puisque le col va s'insérer au niveau. Donc là, il faut imaginer le vagin avec les fornix. On va avoir une partie supravaginale qui se constitue avec qui se continue avec le corps, pardon. Donc là, il faut imaginer la partie supravaginale, donc au-dessus du vagin.
et la partie vaginale qui va être percée par un trou au sommet, qui est l'orifice externe du col. Donc, celui-là, ça va être l'orifice interne, qui est moins, qu'on voit moins en fait que l'orifice externe. C'est celui qu'on peut palper au toucher vaginal et qui donne accès au canal cervical. Donc ici, on a le canal cervical. On va revenir plus en détail ensuite sur le col, c'est pour ça que là, je ne détaille pas. Juste, je voulais vous montrer ici le myomètre. Donc, myo, tout ce qui est myo, c'est muscle. Donc, myomètre, le muscle de l'utérus, et l'endomètre, donc cette partie-là, qui est la partie muqueuse, en fait, dont une partie va desquamer dans le cycle lors des règles, en fait. Donc, cette partie qui va former le sang des règles, lorsqu'elle va se détruire. Donc là, on a le paramètre autour de l'utérus. Là, on aurait un peu plus bas, enfin vers le col, mais un peu plus bas, le paracervix. Là, le paramètre, et là, le mésomètre, ce qui va recouvrir l'utérus. Voilà, donc là, on voit la cavité, on va plus se pencher à l'intérieur, donc on voit la cavité utérine, donc triangulaire, avec ici les deux cornes et ici le col. Cavité virtuelle, voilà, j'ai bien insisté là-dessus, vous avez dû normalement le retenir. Deux angles supério-externes constituent l'ostium utérin des trompes. Donc tout ce qui est ostium, c'est des trous en fait. On a vu ostium urétral, ostium utérin des trompes. En fait, c'est là ensuite, c'est par là qu'ensuite vont continuer les trompes. Et c'est au niveau de cette cavité corporeale qu'on va placer le stérilet. Donc oui, c'est une cavité virtuelle, mais en soi, elle existe. Enfin, elle est là. On peut mettre. C'est comme une poche en fait. Ah voilà, on va l'imaginer comme une poche. Donc en fait, on passe le stérilet par ici. Et hop, et là, il se déploie ici, dans la cavité corporelle. Et le canal cervical, donc lui, c'est une cavité réelle qui est remplie par la glaire cervicale. C'est pour ça qu'en fait, c'est une cavité réelle, puisqu'il y a toujours quelque chose dedans. Il n'est jamais. Bon, je vous dis fermé, mais c'est pas vraiment le terme. Donc, oula. Attendez, j'ai plus de batterie. Ah, pardon. Vous m'entendez toujours ou pas? J'ai un petit problème de batterie. Non, je crois que c'est bon. Oui, ok, ça va. Pardon. Donc, je reprenais. Donc, le canal cervical qui va être rempli de la glaire cervicale. Et la glaire cervicale, en fait, c'est un espèce de filet qui va permettre aux spermatozoïdes de passer ou pas en fonction du moment ou du cycle dans lequel on est, en fait. En période d'ovulation, par exemple, la glaire cervicale elle va être assez lâche pour laisser passer les spermatozoïdes. Mais hors de la période d'ovulation, elle sera un peu plus épaisse et donc ça va empêcher en fait les spermatozoïdes de passer. Et donc, les parents antérieurs et postérieurs sont marqués par des plis palmés. Donc, vous voyez ici, il y a marqué plis palmés. Et en fait, il y a plein de petits plis, voilà, au niveau du canal cervical, qui peuvent poser parfois des problèmes de stérilité quand les plis sont trop importants ou quoi. Ça peut empêcher des fois les spermatozoïdes de passer. Mais voilà, c'est pas lisse. C'est ça qu'il faut retenir, c'est pas lisse. Là, on va voir les ligaments de l'utérus. J'ai essayé de vous mettre ce schéma que j'ai trouvé sur Internet et je trouvais qu'il montrait bien tous les ligaments. Si vous comprenez mal, on essaiera de regarder un autre schéma. Mais voilà, hein, là, on a la symphyse pubienne, là, on a la vessie, l'utérus, le vagin. Oui, il y a plein de petits plis, c'est irrégulier. Le rectum. Là, vous avez les trompes avec l'ovaire. Et là, les différents ligaments. Et là, le coccyx et le sacrum. Donc, on va commencer par les ligaments ronds. On dit les parce qu'il y en a deux, hein, forcément, un à droite, un à gauche. Donc, c'est celui-là. C'est celui qui va être en avant de l'utérus. Et il va partir de la partie antérieure des cornes utérines jusqu'aux grandes lèvres et au mont du pubis. En fait, là, il monte vers le haut, mais en fait, il va monter comme ça et il va descendre. Là, il faut imaginer le mont du pubis plus bas, en fait. En fait, il va descendre plus là. Voilà. Il va tirer l'utérus en avant. C'est pour ça qu'il est antéfléchi, antéversé. Et souvent, enfin des fois, quand l'utérus il bascule en arrière, quand il est rétrofléchi ou rétroversé, on peut avoir des
des gestes chirurgicaux qui vont venir raccourcir ce ligament rond pour faire passer l'utérus en antéversion, en antéflexion, pour qu'il revienne en position normale. Donc ça, c'est le ligament rond. C'est celui qu'on a ici. Voilà. Le ligament rond, c'est celui-là. Vous voyez, il a la face antérieure de l'utérus. Et il descend, en fait, jusqu'au long du pubis et aux grandes lèvres. Ensuite, les ligaments utérosacraux. Donc toujours deux, droite et gauche. Ils maintiennent l'utérus en arrière. Les ligaments utérosacraux, c'est celui-là. Donc de l'utérus au sacrum. C'est pas bien compliqué. De la partie postérieure de l'isthme aux faces latérales du rectum jusqu'au fascia recto-vaginal. Donc fascia recto-vaginal, c'est le fascia qui est entre le rectum. Rétro-rectal, pardon. C'est le fascia qui est derrière le rectum. Voilà, les faces, la partie postérieure de l'isthme, hein. Rappelez-vous, l'isthme, c'est ici. Et donc, il faut imaginer derrière les ligaments utérosacraux. Donc, un de chaque côté, droite et gauche. Donc, celui-là. Là, il y a plein de ligaments, hein. Vous retenez que ceux que j'ai mis sur le diapo parce que c'est ce que le prof cite dans son cours. Et les ligaments vésico-utérins, donc entre la vessie et l'utérus, qu'on appelle aussi ligament vésico-vaginal, c'est le même, c'est ce ligament-là. Donc leur nom vous donne leurs insertions en fait, sauf le ligament rond du coup. Mais pour les deux derniers, c'est assez facile à retenir. Voilà, juste le ligament rond, retenez, c'est celui qui est en avant et celui qu'on peut raccourcir si l'utérus est antéversé. Donc voilà pour ce qui est des ligaments de l'utérus. On en verra d'autres quand on va faire la trompe et les ovaires. Et voilà pour ce qui est de l'utérus. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Il y en a deux chacun? Oui, c'est ça. Un à droite et un à gauche, en fait. C'est pour ça qu'on dit les ligaments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Non, pas de réponse. Alors ça, non, j'imagine. Oui, c'était clair. Ça va. Désolée, j'insiste, mais comme ça, je me sens pas trop seule et je sais que vous écoutez, sinon j'ai l'impression de parler toute seule. Ok. Donc maintenant, on va voir les trompes. Donc il nous reste les trompes, les ovaires et le ligament large. Je sais pas quelle heure il est. Je vais essayer peut-être d'accélérer un tout petit peu pour que vous finissez pas trop tard. Donc les trompes utérines, toujours au nombre de deux. Donc la trompe droite et la trompe gauche. Donc là, sur ce schéma, c'est une vue postérieure. Attention, donc ça, c'est donc l'arrière de l'utérus. On n'est pas en avant, comme là, par exemple. Là, on voit vraiment par derrière. Donc voilà, vue postérieure. Là, vous avez la trompe. Là, on verra ce que c'est, hein. Là, vous avez l'ovaire. Là, vous avez le ligament rond. Vous voyez? Et là, c'est d'autres ligaments qu'on va voir. Là, vous avez des veines et des artères. L'artère et la veine utérine qui sont assez importantes. Voilà, donc on va voir tout ça. Donc la trompe utérine, elle est aussi appelée salpinx. Donc vous voyez salpinx, on va voir le mésosalpinx après. Donc tout ce qui est salpinx, rappelez-vous que c'est trompe. C'est pas mal de connaître en fait ces noms-là, parce que quand il y a des mots un peu plus compliqués, mais qu'on reconnaît une partie du mot, on arrive à savoir de quoi on parle. Comme, quand vous parlez du col de l'utérus. Voilà, donc salpinx, ça correspond à la trompe, c'est la même chose. Donc c'est un conduit musculo-membraneux pair, forcément. Il est dit transversal, hein. Donc il n'y a pas en diagonale, quoi, transversal. Donc la trompe, c'est très mobile. C'est pas quelque chose qui est fixe, même s'il y a des ligaments qui le retiennent. Elle est assez mobile et elle mesure entre 10 et 12 cm. Donc là, on va se pencher sur la configuration externe de la trompe. Donc il y a quatre parties importantes à retenir. Donc vous les ai pas surlignées, c'est pas grave, je le referai. Donc on a la partie utérine. Donc c'est ici, au niveau de l'ostium des trompes qu'on a vu tout à l'heure. Donc la partie juste en rapport avec l'utérus, qui est oblique en haut et latéralement et qui mesure 1 cm de longueur et 0,2 mm de diamètre.
C'est par là que va passer le spermatozoïde. Ensuite, on a l'isthme tubaire qui est aussi qui est au-dessus du ligament rond. Donc là, vous voyez le ligament rond. Et donc là, vu qu'on est sur une vue postérieure, au-dessus, on a l'isthme. Donc juste au-dessus du ligament rond, puis ici, on a l'isthme. Et en avant du ligament propre de l'ovaire. Le ligament propre de l'ovaire, c'est celui-là. Mais pas de panique, on le reverra après. Donc vous voyez, il est entre le ligament rond et le ligament propre. Il est dur à la palpation. Donc quand on fait des palpations au niveau du pelvis, on peut sentir justement cet isthme qui mesure 3 cm de longueur et 2 mm de diamètre. Ensuite, on a l'ampoule, donc cette partie-là, qui est un peu plus grande, qui est de consistance molle et qui est de grande compliance. Donc 7 cm de longueur et 8 mm de diamètre. Voilà, ampoule grande compliance, hein, ça veut dire elle peut grossir, enfin, elle peut se changer de taille, on va dire. Oui. Oui, pardon. Donc, je vous disais, voilà, l'ampoule, grande compliance. Il peut y avoir des lésions au niveau de cette ampoule qui vont rendre euh, la trompe, euh, la trompe imperméable. En fait, les spermatozoïdes ne pourront plus passer. Et donc, ça, c'est assez compliqué, du coup. Mais, euh, mais voilà, pour ce qui est de l'ampoule. Et l'infundibulum, donc la dernière partie, c'est ici ce que vous voyez avec plein de petites franges. On dirait un espèce de petit palmier, qui est la partie la plus mobile. Donc, moi, je confondais souvent ampoule et infundibulum. Mais ampoule, c'est grande compliance, mais c'est l'infundibulum qui est la partie la plus mobile et qui a une forme d'entonnoir évasé et qui se termine. Ici, en fait, vous voyez, il y a une petite croix. C'est l'ostium abdominal de la trompe. Donc, cet ostium, il est très important pour les tests d'infertilité ou de perméabilité de la trompe, en fait. Donc, on va envoyer un produit de contraste dans la trompe. Et si ce produit de contraste, on voit qu'il se retrouve dans la cavité pelvienne, ça veut dire que la trompe n'est pas imperméable. Donc, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'infection au niveau de la trompe qui la bouffe, en fait. Et donc, cet ostium est assez important. Et donc, quand il n'y a rien qui passe, ça veut dire qu'au niveau de la trompe, il y a un problème, il y a une infection, quelque chose qui fait que la trompe est imperméable et ça peut poser des problèmes de fertilité. Donc, l'ostium abdominal de la trompe, il se trouve au niveau de l'infundibulum. On voit qu'il a plusieurs franges, donc entre 10 et 15 franges. Il a de 1 cm. Et la frange la plus longue, c'est celle-ci. Elle va rejoindre le ligament infundibulo-ovarique. Donc, c'est un ligament qui va maintenir l'ovaire. En fait, on verra quand on fera les ligaments de l'ovaire. Mais voilà, donc l'infundibulum, il va donner une grande frange qui va rejoindre le ligament infundibulo-ovarique. Pour ce qui est de la configuration interne, donc c'est des plis muqueux, c'est une muqueuse longitudinaux, donc il y a beaucoup de plis. Et voilà, donc c'est pour ça que des fois, c'est possible que lorsqu'il y a une infection, que ces plis bouchent la trompe en fait, et que du coup la trompe devienne imperméable. Donc voilà, je vous l'ai remis ici. L'ostium il permet de communiquer avec la cavité abdominale. Et la trompe, elle est vascularisée par l'artère utérine et l'artère ovarique. Donc il y a pas l'artère de la trompe, ça n'existe pas. Donc là, vous voyez, vous avez l'artère utérine qui est très sinueuse. Et en fait, quand une femme va tomber enceinte, l'utérus il va grandir et donc cette artère utérine, elle est sinueuse parce qu'elle va grandir en même temps que l'utérus pour continuer de l'irriguer en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'artère utérine est sinueuse. Pareil pour la veine. Et là, on a les branches de l'artère utérine qui vont venir irriguer la trompe. Et là, on a l'artère ovarique qui, elle, irrigue l'ovaire et qui va donner des branches pour irriguer toujours la trompe. Là, vous avez ce qu'on appelle l'éporophoron. L'épophoron, c'est ce petit truc orange là. C'est des reliquats embryonnaires. Ça n'a pas grande utilité, je crois, hein. Voilà. Et là, vous avez le plexus pampiniforme. Je crois pas que ce soit très important là. Mais voilà, en fait, c'est un plexus où vont se rejoindre les veines utérines et ovariques.
Voilà. Vous voyez, la trompe, c'était tout, hein. Donc, on a vu les 4 parties, la configuration interne, enfin, les veines et les artères. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la trompe utérine. C'est pas très compliqué. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon pour la trompe utérine? On peut passer ou pas? Il y a des questions? Non? Ok, ça va. Merci de me répondre. En vrai, ça va, on aura le temps de finir doucement, ça va. Donc, l'ovaire, ou les ovaires, parce qu'il y en a deux. Donc, l'ovaire, c'est une glande sexuelle de la femme qui sécrète donc les hormones sexuelles. C'est le seul organe véritablement intrapéritonéal. Donc ça, je vais peut-être vous le répéter 15 fois, mais il est intrapéritonéal, donc dans le péritoine, enfin, au-dessus. Enfin, je sais pas, vous le verrez quand on fera le ligament large, mais retenez que c'est un ligament intrapéritonéal et pas sous-péritonéal, comme le reste des organes. Donc on a vu vessie, vagin, utérus, ils sont sous-péritonéal, pardon, mais l'ovaire, lui, il est intrapéritonéal. Est-ce qu'on a une question? Mais non, péritonite. Mathéo, ça veut dire quoi, péritonite? Péritoniser? Je sais pas où c'est que tu as vu ce mot péritoniser. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Attends, je vais regarder. Péritoniser. Ben, je sais pas ce que tu veux dire par péritoniser, Mathéo, mais en tout cas, c'est un organe qui est au-dessus du péritoine. Enfin, je ne dis pas dans le péritoine parce que infrapéritonéal et non péritonéal, il n'y a pas de souci, je me comprends. Bon, si tu te comprends, alors c'est l'essentiel. Mais retenez, voilà que c'est un organe qui est intrapéritonéal. Et l'ovaire est situé dans la fosse ovarique, à la face postérieure du ligament large. Ça encore, on le reverra, juste je vous pose les bases où c'est qu'il se situe. On verra la fosse ovarique et le ligament large quand on fera ben, le ligament large. Mais vraiment, il est situé dans la fosse ovarique. La plupart du temps, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Mais je ne vais pas pousser trop loin parce qu'on va le revoir. Donc, il est ovoïde, légèrement aplati, de couleur blanche, à surface irrégulière et bambonnée. Donc, surface irrégulière, en fait, ça correspond aux cicatrices qu'il a lors de l'ovulation. Donc, quand l'ovule va sortir de l'ovaire et ça va former des petites cicatrices. Et c'est pour ça que la surface est irrégulière. Donc, il est assez ferme et il va peser chez l'adulte entre 6 et 8 grammes. À la ménopause, il va s'atrophier, donc diminuer de taille, et il va peser entre 1 et 2 grammes. Voilà, il fait 1 cm d'épaisseur, 2 cm de largeur et 4 cm de longueur. Voilà pour la taille et la forme de l'ovaire. Donc là, on est sur une vue postérieure de l'ovaire. Donc là, ce que vous voyez en violet, c'est le ligament large. Là, vous avez les différents ligaments que l'on va voir ici. Et donc là, voilà, vous avez l'ovaire. Donc là, vous avez les tailles. Donc on va voir les moyens de fixité de l'ovaire qui sont maintenus par 3 ligaments et le mésovarium. Donc le mésovarium, en fait, c'est une partie du ligament large. On verra ce que c'est après le ligament large, encore une fois. Mais en fait, dites-vous que c'est comme du péritoine. Et donc le mésovarium, c'est une partie du ligament large qui va maintenir l'ovaire. Voilà. Donc pour ce qui est des 3 ligaments, donc on va avoir le ligament suspenseur de l'ovaire. C'est celui-là. Ou le ligament lombo-ovarique. Vous verrez que souvent ils ont 2 noms. Bon, c'est un peu chiant, mais voilà, il faut connaître les deux parce que un coup ils utilisent un coup ils utilisent l'autre nom. Donc voilà. Donc là, vous avez le ligament suspenseur de l'ovaire ou lombo-ovarique, constitué de fibres conjonctives musculaires lisses qui entourent les vaisseaux ovariques. Donc là, on a un vaisseau, enfin, on a une artère ovarique ici. Et là, le ligament suspenseur de l'ovaire. Ensuite, on va avoir le ligament infundibulo-ovarique. Donc c'est celui-là qui est tendu du pavillon tubaire au pôle tubaire de l'ovaire
et qui constitue l'axe de la frange ovarique et assure le contact entre l'ovaire et le pavillon. En fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous le remets pour que vous puissiez me voir. Là, ici en vert, le ligament infundibulo-ovarique ou le ligament tubo-ovarique. Vous avez vu qu'elle peut aussi marquer LTO, c'est le même, et en fait, la plus longue frange ovarique va suivre ce ligament. Voilà, là, vous avez le ligament suspenseur de l'ovaire ou le ligament lombo-ovarique. Voilà. Et là, vous avez le ligament propre de l'ovaire ou ligament utéro-ovarique. En fait, on les voit mieux là, je me dis. Donc celui-là, donc utéro-ovarique, donc de l'utérus à l'ovaire, ou le ligament propre de l'ovaire. Donc voilà pour ce qui est des ligaments que vous devez retenir. Donc on avait dit ligament rond, ligament propre, ligament lombo-ovarique ou suspenseur de l'ovaire, oui, et le ligament infundibulo-ovarique ou ligament tubo-ovarique, qui suit, qui est suivi de la plus longue frange de l'infundibulum. Le ligament propre de l'ovaire, je vous disais, long de 3 cm, né de la corne utérine en arrière et en dessous de la trompe, et se fixe au pôle inférieur de l'ovaire. Donc uvo-ovarique ou propre de l'ovaire, c'est pareil. Et le mésovarium, donc cette partie ici qui est une partie du ligament large, qui a un court méso qui unit l'ovaire au feuillet postérieur du ligament large, et les deux feuillets de ce faisceau se fixent autour du hile de l'ovaire. Donc le hile de l'ovaire, c'est un peu comme la base de l'ovaire, là où vont venir s'aboucher les vaisseaux. Ça va pour ces ligaments? Il faut juste réussir à les voir sur les schémas et ensuite les retenir accessoirement, ce serait cool. Mais voilà. Merci Mathilde. Euh, on va passer au rapport de l'ovaire. Donc ça, c'est une vue médiale, donc au milieu. Et là, vous voyez, là, vous avez les veines, là, vous avez les artères. Donc ça, c'est le hile de l'ovaire. Et là, on a marqué bord ventral ou méso-ovarique. Donc ça, c'est le méso-ovarique qui va venir se rattacher au niveau du hile. Donc l'ovaire, il est partiellement caché par la trompe ou le mésosalpinx. Donc lors d'opérations chirurgicales, par exemple, il va falloir soulever la trompe ou le mésosalpinx pour pouvoir voir et avoir accès à l'ovaire. Il présente deux faces, deux bords et deux extrémités. Donc face latérale, face médiale, bord libre et bord libre, du coup, bah, vous imaginez qu'il est de l'autre côté. Là, on voit que le bord ventral ou le bord mésovarique. On a une extrémité tubaire et une extrémité utérine. Donc ici l'extrémité utérine et ici l'extrémité tubaire avec le ligament suspenseur de l'ovaire. Ici, là vous avez le ligament propre de l'ovaire et là vous avez le ligament infundibulo-ovarique. Donc extrémité tubaire, forcément là où il y a le ligament infundibulo-ovarique ou le ligament tubo-ovarique. Et l'extrémité utérine, là vous avez le ligament propre ou le ligament utéro-ovarique. Voilà. Si la nullipare, l'ovaire va répondre à la fosse ovarique. Et si la multipare, il va répondre à la fosse infra-ovarique. Ça, j'insiste pas là-dessus parce qu'on va le revoir. On va le voir, voilà, maintenant qu'on va faire le ligament large. Voilà ce qu'il y a à savoir pour l'ovaire. Donc, retenir les ligaments, pour connaître les faces. Il se trouve dans la fosse ovarique, mais voilà. Et son poids aussi, peut-être. Voilà, de 6 à 8 grammes. Ça, c'est assez important, que c'est une surface irrégulière. C'est le seul organe qui est intra-péritonéal, ça c'est très important. Et voilà, hein. Maintenant, on passe à la dernière partie qui est le ligament large. Donc, si vous m'interrompez pas, je pars du principe que c'est bon, hein. C'est pour ça que je vous pose pas H24 la question. Donc, le ligament large est une formation péritonéale à double feuillet, paire et symétrique. Donc, vous voyez, le ligament large, en fait, c'est pas vraiment une continuité du péritoine, mais c'est comme du péritoine. Vous avez le schéma, vous comprendrez mieux. Il est tendu donc des bords de l'utérus aux parois latérales de l'excavation pelvienne. Donc il recouvre tous les organes pelviens en fait. Et ces feuillets contiennent des nerfs, des vaisseaux et des reliquats embryonnaires.
Voilà, donc vous voyez, des parois latérales. Donc en fait, là, c'est la partie où on a enlevé le ligament large pour que vous puissiez voir les structures en dessous. Et là, donc, c'est ce qu'il y a normalement, donc le ligament large qui recouvre tout, donc qui est tendu. Donc c'est un double feuillet, hein. Donc c'est pair, et qui part de parois latérales de l'utérus jusqu'à l'excavation pelvienne. Donc ça, il faut imaginer que c'est les os coxaux. Là, vous avez en avant le pubis, le sacrum. Et donc, c'est une vue supérieure. Donc, on est au-dessus, en fait. Donc là, vous avez l'utérus. Là, vous avez les trompes. Là, vous avez les ovaires. Là, vous avez enfin, un seul urtère, mais du coup, il faut imaginer qu'il y a de l'autre côté. Donc, les urtères. Là, les ligaments utéro-lombaires, je crois, ou je sais plus trop. Ouais, utéro-sacré. Voilà, le ligament utéro-sacré. Là, vous avez le ligament. Je suis désolée, je perds mes mots. Mais on va commencer par voilà, le ligament rond ici, le ligament propre de l'ovaire. Et là, le ligament, ben voilà, dites-moi, c'est quoi comme ligament celui-là? On l'a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez le ligament qui est tendu de l'ovaire jusqu'au sacrum? Le suspenseur de l'ovaire, oui, ou le ligament utérosacré normalement. Si je dis pas de bêtises. Je commence à perdre mes mots, mais oui, oui, c'est ça, hein. Le ligament suspenseur de l'ovaire ou utérosacré. Merci Mathilde. Donc voilà, enfin moi je trouve que sur cette vue, du coup, on voit mieux les ligaments. Et du coup, on comprend mieux que sur les vues sagittales, par exemple, ou autres. Donc voilà pour ce qui est de ce schéma. Maintenant, on va voir les différentes parties du ligament large. Et ensuite, on verra que les fosses, donc là, où vous voyez des lettres, en fait, c'est des creux. Et là, il va y avoir la formation de fosses. Donc, en fait, enfin, le prof nous dit ça tout le temps. Le ligament large, c'est comme un linge, un drap mouillé qui va venir se poser sur, bah, ici, là, au-dessus de tous ces organes. Et en fait, les ligaments et ici la trompe et l'urtère, c'est comme ben, des cordes, en fait, qui vont soulever ce drap. Et donc, en fait, ça va former des parties qui auront des noms spécifiques. Donc, on va voir ici. Mais tout ça, c'est du ligament large. Et entre donc, ces cordes, donc ici, entre les ligaments et ici la trompe, par exemple, il y aura des creux, donc des fosses, qui auront également des noms qui sont importants à connaître. Donc le ligament large, il a 4 parties. Donc le mésomètre, rappelez-vous, tout ce qui était mètre, où j'ai dit que c'était en rapport avec l'utérus. Donc c'est un prolongement de péritoine, que le ligament large, c'est une partie du péritoine, qui part des faces vésicales et intestinale de l'utérus, orienté comme l'utérus et qui recouvre l'utérus. Donc là, vous avez l'utérus et en dessous, c'est ce que vous voyez ici, c'est la vessie, parce que l'utérus est allongé sur la vessie. Donc il va bien des faces vésicales et intestinales, parce que là, au-dessus, du coup, il y a les intestins, que là, on ne voit pas. Et voilà, donc il recouvre l'utérus. Une partie de la vessie aussi, mais vu que l'utérus est sur la vessie, il recouvre principalement l'utérus. Et du coup, forcément, il a la même direction que l'utérus. Mais il est orienté comme l'utérus. Et donc le mésomètre, c'est une partie qui recouvre l'utérus, tout simplement. Donc retenez, mésomètre, partie qui recouvre l'utérus. Le mésosalpinx. Salpinx, je vous ai dit, c'était ce qui était en rapport avec les trompes. Donc trompe ou salpinx, c'est la même chose. Et le mésosalpinx, donc c'est ce qu'il y a ici. Donc en fait, là, je vous dis, c'est les trompes, donc ça, c'est la trompe. Et là, c'est les ligaments ronds. Ligaments propres de l'ovaire. Ligaments suspenseurs de l'ovaire ici. Là, vous voyez les petits traits où ça a hachure. Là, vous avez l'urtère. Voilà, et là, vous avez le ligament utérosacré. Donc, le mésosalpinx, il prolonge en haut et latéralement le mésomètre. Donc, mésosalpinx ici, là, vous avez le mésomètre. Et donc, en haut, on est bien d'accord, parce que c'est le haut, en fait, on remonte. Donc, en haut et latéralement, parce qu'il va sur le côté. Souvent, des questions, ça va être ça, hein. Le mésosalpinx prolonge en haut et latéralement le mésomètre ou le mésovarium. Mésovarium, ce sera faux, ce sera mésomètre. Donc, le mésomètre, et donc c'est la partie qui recouvre la trompe. Le mésovarium, c'est, on voit le mot ovaire, ovarium, c'est ovaire, moi je retenais comme ça. Donc, c'est à la jonction du mésosalpinx. Donc, mésosalpinx, c'est ça. Et la face postérieure du mésomètre.
Donc le mésomètre, il va venir jusqu'ici, enfin tout l'utérus en fait. Et donc la face postérieure du mésomètre. Et là, vous avez le mésovarium. C'est ça en fait. C'est cette partie ici. Donc en fait, vous voyez, les mésos, c'est pas forcément des parties assurées. Ça peut être juste des espaces comme ça, comme on voit ici avec le mésomètre. Donc ça, c'est le mésovarium. Et c'est la partie qui s'insère sur l'ovaire. En fait, on est sûr, mais c'est sous, vous voyez, l'ovaire, là, il n'est pas du tout recouvert par le ligament large. C'est pour ça qu'on dit qu'il est intrapéritonéal et pas sous-péritonéal. Alors que tous les structures ici sont sous-péritonéales, enfin sous le ligament large, alors que l'ovaire, il est vraiment posé au-dessus. Et donc, c'est le mésovarium qu'on a vu tout à l'heure quand on a fait l'ovaire. On voit ici. Voilà, donc c'est celui-là. Et vous voyez, l'ovaire est posé dessus. Donc voilà, la partie qui s'insère sur l'ovaire. Et le mésofuniculaire, là forcément, ça n'a pas le nom de la structure qu'il recouvre, mais il va falloir le retenir. Le mésofuniculaire, il se trouve ici, c'est la partie qui va contenir ou recouvrir le ligament rond. Donc le ligament rond, c'est celui qui se trouve à la face antérieure de l'utérus et qui va descendre jusqu'au mont du pubis aux grandes lèvres et qui va maintenir l'utérus en position antéversée. Et du coup, c'est le mésofuniculaire qui recouvre le ligament rond. Il est peu marqué. Bon, ici, on ne le voit pas, mais en soi, il est peu marqué. Il est situé à la jonction, du coup, du mésosalpinx. Donc ici, le mésosalpinx et la face antérieure du mésomètre. Face antérieure du mésomètre. Face latérale du mésomètre. Face postérieure du mésomètre. Euh, Est-ce que c'est bon pour ça? Oui, c'est bon, donc il n'y a pas de question sur le ligament large. C'est que moi, j'avais du mal à le comprendre au début. Ça me paraissait bizarre. Attendez, pardon, je réponds à un message. Voilà. Du coup, voilà, pour ce qui est des quatre parties du ligament large qui sont importantes à connaître. Et donc, il y a encore une fois, c'est souligné ici en rouge, tout ce que vous voulez. L'ovaire n'est pas recouvert par le ligament large. Il est intrapéritonéal. Et voilà, donc juste, je vous reprends les différentes parties pour que je sois sûre que vous sachiez que vous saurez où elles se situent. Donc, mésomètre, mésosalpinx recouvre la trompe, mésovarium, cette partie-là, là où va se situer dessus l'ovaire, et mésofuniculaire, devant, qui recouvre le ligament rond. Là, vous voyez qu'il y a d'autres parties qui sont assurées. Par exemple, la partie du ligament large qui va recouvrir l'urtère et qui, elle, n'a pas de nom spécifique, en fait. Voilà. Là, on va passer aux fosses du ligament large. Donc, comme je vous le disais, le ligament large, quand il est tendu donc, sur ces structures, ça va laisser des creux, en fait, là, vous voyez des lettres. Et c'est des fosses qui ont des noms spécifiques et qu'il faut connaître. Désolée, je me suis interrompue 2 secondes. Juste, je réponds à une question, en fait. Ok, donc pour ce qui est des fosses, elles sont au nombre de 5. Donc on a vu qu'il y avait 5 parties pour les mésos qu'on vient de voir, et pour les fossettes, il y en a 5. Donc on va avoir la fosse paravésicale. Donc paravésicale, comme son nom l'indique, c'est près de la vessie. Donc elle prolonge la fosse supravésicale et répond aux envies grêles, et parfois au côlon sigmoïde à gauche, elle est recouverte par l'espace paravésical. Donc là, il faut se l'imaginer, mais du coup là au-dessus, normalement vous avez les intestins, c'est pas vide.
Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle répond aux anzirelles et aux côlons sigmoïdes. Donc voilà, donc la fosse paravésicale, les lettres correspondent aux lettres qui sont sur le schéma. Donc c'est celle-là. Donc paravésicale, elle est près de la vessie. Donc je vous ai dit ici, c'était la vessie. Et donc là, il faut imaginer une fosse, c'est la fosse paravésicale. La fosse prétubaire, pareil, comme son nom l'indique, près du tube, des trompes, donc ici. Donc là, c'est les trompes, là, c'est le ligament rond. Et donc entre les trompes et le ligament rond, on a une autre fosse, c'est la fosse prétubaire. Et voilà, c'est marqué entre la trompe et le ligament rond. La fosse ovarique ou de Crozeau. Donc ça, c'est une fosse qui est importante parce que c'est ici qu'on va retrouver l'ovaire. Donc là, vous voyez qu'il y a le C. En fait, c'est cette fosse-là. Et donc, c'est ici qu'on trouve l'ovaire chez la nullipare. Donc chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Donc elle se trouve entre le ligament suspenseur de l'ovaire, donc celui-là, et le relief réalisé, le ligament suspenseur de l'ovaire, celui-là, pardon, et le relief qui est réalisé par l'urotère. L'urotère, ici, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de nom spécifique pour ce relief-là, mais voilà, et donc là, on a la fosse ovarique ou de Crozeau. Là, ils ont des noms spécifiques, hein. Mais retenez fosse ovarique, ce sera amplement suffisant. Et ça, c'est là où l'ovaire se situe, mais que chez la nullipare. Chez la multipare, donc une femme qui a déjà eu des enfants, là, l'ovaire, il va tomber, entre guillemets, donc il va aller plus loin. Donc au niveau de la fosse sous-ovarique, c'est le D ici. Donc, entre l'urotère, ici, et le ligament utéro-sacré, ici. Donc, c'est cette fosse D. Donc là, vous voyez que là, du coup, c'est le schéma du nullipare, en fait. Et le E, donc ici, c'est le cul-de-sac recto-vaginal ou cul-de-sac de Douglas dont je vous ai déjà parlé. Et donc, c'est le cul-de-sac qui se trouve entre le vagin et le rectum. Donc, on peut palper au toucher vaginal, au toucher rectal. Donc, c'est ici cette fosse E. Au final, c'est pas bien compliqué. Les noms ont les noms de leur localisation. Donc, c'est facile à retenir. Donc, fosse paravésicale, fosse prétubaire, fosse ovarique ou de Crozeau, fosse sous-ovarique et de Claudius, on s'en fout des noms, hein, et le cul-de-sac recto-vaginal ou cul-de-sac de Douglas. Voilà, là, c'est des schémas qui sont assez difficiles au début à imaginer. Donc là, on va on va avoir des coupes sagittales. En fait, on va passer ici et ici. Donc là, c'est la coupe qui va passer par la trompe. Une coupe sagittale qui passe par la trompe. Donc là, on a coupé en fait comme ça, qu'on puisse voir dans cette direction. Une coupe sagittale qui passe par la trompe et l'autre coupe, c'est une coupe sagittale qui va passer par l'ovaire. Et donc là, vous retrouvez les structures dont on a parlé jusqu'à présent. C'est vrai que c'est un peu plus difficile à se les imaginer ici, mais on retrouve ici, par exemple, en A, la fosse paravésicale. Là, vous voyez, vous avez le plancher pelvien. Et là, vous voyez, du coup, c'est le ligament large, donc cette espèce de drap donc, qui ne recouvre pas l'ovaire, mais qui recouvre les structures sous-jacentes. Donc là, on a le mésofuniculaire. Donc là, on a forcément le ligament rond, mésosalpinx, donc ça, c'est la trompe, mésovarium, donc ça, c'est l'ovaire. Et là, on a la fosse sous-ovarique, ou fosse de Claudius. Voilà. Et donc là, on a tous les vaisseaux, les nerfs et tout ça qui passent dans le ligament large. Donc c'est vrai que c'est une coupe qui est censée nous aider à mieux visualiser en fait comment est posé le ligament large. Donc là, pareil, sur cette coupe qui passe par la trompe. Donc là, on a le ligament large, le ligament rond, le ligament propre de l'ovaire. Et là, voilà, on a l'urtère. Et donc là, voilà, donc, on a l'artère utérine, par exemple, qui passe vraiment dans le ligament large et qui recouvre du coup ces structures. Et donc, en fait, ça, c'est les fosses dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Donc, on les revoit ici. Donc, voilà, c'est ça, les fosses. Ça se forme comme ça. Voilà pour le cours. Bon, là, j'ai 4 QCM à vous faire après. Mais est-ce que vous avez des questions sur le ligament large, les trompes, l'ovaire, l'utérus, le vagin ou n'importe quoi? Il n'y a pas de questions? Tout était très clair? Non, c'est bon. Ok. J'espère que vous avez bien compris le ligament large. Je sais que c'est une partie, moi, qui me pose un peu problème, mais
Mais au final, c'est pas compliqué, il faut juste connaître les parties et les fosses et réussir à se le visualiser. Mais voilà. Donc, vous me dites tous que c'est bon. Du coup, on va enchaîner avec les QCM. Il y en a 4. Ça devrait être rapide. Allez-y, hein, je vous donne 2 minutes, on va dire, 2, 3 minutes, pour répondre dans le chat et ensuite on passe à la correction. Bon, vous avez tous répondu quasiment, je crois. On va passer à la correction. Donc j'ai ACD, ACD, ACDE, mais pas E finalement. On va voir. Ok. Eh ben, c'est pas le D. Je sais que horizontaux, ça pose problème, mais moi j'insiste sur le fait que ce soit transversaux. C'est vrai que transverse et horizontal, c'est un peu pareil. Je vous avoue que c'est... Bon, moi, je l'aurais mis faux, mais je comprends que vous l'ayez mis vrai. Je pense pas que le prof ferait des questions aussi bizarres, par contre. Je pense que horizontal et transversal, c'est la même chose. Même si moi, je l'ai mis faux, je comprends pourquoi vous l'avez mis vrai. Mais juste, on va revenir vite fait sur les autres. Donc là, du toucher vaginal, on accède à la configuration interne du vagin. Donc ça va, c'est assez simple. La surface interne du vagin est très régulière. Donc non, c'est faux, vous l'avez bien retenu, c'est irrégulier. Il y a bien 2 colonnes, antérieure et postérieure. Et c'est la antérieure qui est la plus marquée et qui forme le triangle vaginal dont je vous ai parlé, qui est en rapport avec le trigone. Une matériau horizontale, transverse, en vrai, c'est pareil, hein. Enfin, on va... j'ai insisté sur le fait que ce soit transverse, c'est vrai. Mais je pense que si on va sur le dictionnaire, horizontal et transverse, c'est la même chose. Donc on va dire que c'est vrai. Mais voilà, encore une fois, le prof va pas vous piéger sur horizontal ou transverse. Même si moi, je vous l'ai fait, je pense pas que... Donc, ok, on va dire que horizontal et transverse, c'est pareil. Donc voilà pour la D. Et la E, on retrouve 3 sillons marqués sur la paroi postérieure. Donc c'est faux, hein. C'est bien sur la paroi antérieure. J'avais aussi insisté là-dessus. Donc on a vu tous les sillons et tout ça, c'était sur la paroi antérieure. Enfin, juste les sillons en fait. Voilà, deuxième QCM. Allez-y, 2 minutes, pareil.
Bon, c'est bon, hein, je pense qu'on peut passer à la correction. Du coup, vous me dites toutes ADE. Donc, c'est vrai. Donc, chaque paroi latérale va présenter deux segments. Donc, un segment pelvien et un segment périnéal. Euh, c'est exact. Donc, ils sont séparés donc, par le pubo-vaginal. Ces deux segments sont séparés par le pubo-rectal. Du coup, c'est faux. Ils croisent bien, par contre, au niveau du tiers inférieur. Mais voilà, comme je vous le disais, c'est le pubo-vaginal ou l'évatoranie. La paroi antérieure du vagin présente deux segments. Donc, le segment vésical et urétral. Donc c'est vrai, mais avec des hauteurs complètement différentes, c'est faux. Donc je vous ai dit hein, que c'était à peu près égal. La paroi postérieure du vagin, elle présente trois segments, péritonéal, rectal et anal, c'est vrai. Et le fornix vaginal postérieur est plus profond que le fornix vaginal antérieur. Encore une fois, c'est vrai, hein, on a bien vu, j'ai bien insisté là-dessus, l'antérieur était plus profond. Donc il reste encore deux QCM, allez-y, hein. Ah, le E, vous le voyez pas? Oh, pardon, vous avez vu la réponse. Mince. Ah, fermez les yeux. Ah non, pardon, je vous ai mis les réponses. Ah, on le voit pas. Et là, vous le voyez? Ouais, je vais pas bouger. Je vais attendre encore que quelques personnes répondent et on passera à la correction. Même si du coup, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous vu, je crois. Allez, on va passer à la correction. Donc, on a du AD et du ABD. Donc, c'est bien AD. Donc, vrai, c'est... on va corriger petit à petit, on va voir. L'utérus est situé entre la vessie en avant et le rectum en arrière, tout en faisant saillie dans le vagin. Ok, donc ça, c'était bon, c'était pas très compliqué. Donc, lorsque le col utérin est en arrière, on dit que l'utérus est rétroversé. Alors, rétroversé, c'est le corps et le col. Et quand c'est que le corps, on dit qu'il est rétro-fléchi. Donc ça, j'espère que je n'ai pas embrouillé là-dessus, mais voilà. Donc versé, corps et col, fléchi que le corps. J'ai pas forcément un mnémotechnique pour s'en rappeler, mais c'est quand même important parce qu'on peut vite se tromper là-dessus et s'embrouiller. Donc la cavité corporelle et triangulaire est réelle. Je suis contente que vous ne l'ayez pas coché. Donc non, hein, elle est virtuelle. Le col utérin est cylindrique et il se divise en deux parties. Donc supravaginal et vaginal, c'est vrai. Et on place généralement le stérilet dans le canal cervical, donc c'est faux. Je l'ai dit, c'était le canal, la cavité corporeale. Donc au niveau du corps de l'utérus. Voilà. Et là, on va passer au dernier QCM. Pareil, 2 minutes, on aura fini.
Je vais attendre encore qu'une personne de répondre et on corrige. Bon, bon, je vais passer à la correction. Du coup, c'est ça, c'est bien DE. Donc, chez la multipare, l'ovaire se trouve dans la fosse ovarique, donc c'est bien faux, hein. C'est chez la nullipare. Sinon, elle est dans la fosse de Clodius ou la fosse préovarique, chez la multipare. Le mésovarium est une partie du ligament large qui recoupe le ligament rond. C'est faux, donc c'est le mésofuniculaire. Le mésovarium, on a le mot ovaire, c'est ce qui est sous l'ovaire. L'ovaire est partiellement recouvert par le ligament large, donc c'est faux aussi, hein. Il n'est pas du tout recouvert par le ligament large. L'infundibulum est la partie la plus mobile de la trompe, c'est bien vrai. Et le ligament rond se situe à la partie antérieure de l'utérus, c'est vrai. Voilà, donc bravo, hein, vous avez réussi à répondre. Vous voyez, c'était pas très compliqué, il faut juste retenir les notions principales, mais rien de très très compliqué. Donc voilà pour ce cours, c'est terminé. Euh, Ben, de rien, j'espère que c'était assez clair. Là, je vous ai mis mes contacts. Si vous avez des questions que vous n'avez pas tout de suite en tête, vous pouvez venir me les poser, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, franchement, n'hésitez pas, hein, et bon courage surtout. Et voilà, j'espère que le cours vous a plu et que vous avez tout compris. Bon appétit et bon courage pour ces derniers jours de pré-rentrée. Moi, j'en ai fini, hein. Moi, j'ai fini.